Donc voilà, nous sommes enregistrés. Je vous souhaite à toutes et à tous une bienvenue et une très bonne soirée avec nos super intervenants. Donc ce soir, c'est quel est le meilleur régime? Évidemment, vous aurez la réponse après. Moi, je la connais très bien, mais je laisse expliquer les intervenants. Je me présente d'abord, je suis David Comblin, personal trainer dans la vie de tous les jours et j'accompagne les personnes à retrouver un bien-être dans la vie quotidienne via l'activité physique en bienveillance. Et voilà. Et donc maintenant, j'aimerais présenter mon amie Caroline qui nous vient du Portugal. Bonjour à tous, je suis Caroline Matrulot, je suis coach en nutrition fonctionnelle et en longévité. J'aide les gens, je les accompagne pour ralentir les processus de vieillissement et être en bonne santé au jour le jour en intégrant non seulement la nutrition, mais d'autres facteurs, la gestion du stress, optimiser le sommeil, le mouvement. Voilà, et je suis en effet au Portugal. Et bienvenue à toi, Caroline. J'aimerais présenter Wida, qui nous vient de Belgique. Bonjour à tous, voilà, Wida Jawari, pharmacienne, depuis 17 ans dans la même officine et grâce à certains patients que j'ai vus comment ils vieillissaient au fur et à mesure de temps, donc je me posais des questions, comment ça se fait, donc j'ai commencé à m'y intéresser plus à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle et là je me dis, bah, oui c'est vrai qu'il y a quelque chose parce qu'après 17 ans, bon, on les comparant avec des autres, donc je me dis, il n'y a pas que les gènes, la génétique, il y a quand même une partie de l'épigénétique. Et j'ai commencé à suivre des formations, des conférences. J'ai commencé à appliquer ce que j'ai appris dans les formations, les conférences chez ma famille, certains membres de la famille, les amis. Et là, j'ai commencé à voir vraiment les résultats. Il y avait même des personnes qui me disent « Ah, vous m'avez changé de la vie ». Et là, je me dis, ah, il faut que je passe le cap. Et là, je commençais ma formation de MAPS, donc micronutrition, alimentation, prévention, santé à l'Université de Paris. Et voilà, maintenant, je remercie Dr Mouton de m'avoir donné l'opportunité de pratiquer cette belle médecine dans sa clinique. Merci à toi, Wida. Mais ce que je vais faire maintenant, avant de présenter Abdelaziz, je vais laisser notre ami, le docteur Georges Mouton, de faire sa petite parenthèse ou grande parenthèse et de nous présenter en même temps Abdelaziz. À toi, Georges. Bon, voilà, j'ai voulu ce soir un webinaire non médicalisé, donc il n'y a pas de médecin parmi les 4 intervenants. Vous savez qu'on essaie en général d'avoir 4 intervenants, parfois 3. Et donc, il n'y a pas de médecin parmi les 4, puisque, bon, moi, je ne suis pas un vrai médecin. J'ai obtenu mon document, là, vous savez, le diplôme, le certificat, tout le monde le sait, sur un marché dominical au Sénégal il y a une 40aine d'années, et ça fonctionne très bien. Le document est pris très, très au sérieux. Ce sont des imitations parfaites. Hein. Au Sénégal, ce sont des experts en la matière. Et je dis ça en tant que compliment. Alors, pourquoi? Parce que pour 2 raisons. D'abord, je trouve normal de s'adresser à des gens qui sont directement branchés sur la nutrition pour ce thème qu'on a choisi aujourd'hui, que j'ai choisi, mais je pense que ça plaît. D'ailleurs, on a eu un record d'inscriptions, alors qu'on s'y est pris quand même assez tard pour les inscriptions, justement en se disant que ça pouvait dépasser les limites, mais vous voyez, on est plus nombreux que d'habitude, ce qui est bien. Et donc, ce thème, je trouve qu'il mérite d'être géré par des gens qui, au jour le jour, s'occupent de nutrition, de conseils alimentaires. Et on a un panel, on a finalement les 2 personnes qui se sont déjà présentées, Caroline qui est coach en nutrition, ce qui est encore un peu différent comme notion, Wida qui agit comme nutritionniste sur notre clinique de Velleroux. Elle a tout son curriculum de pharmacienne et sa formation aussi complémentaire de médecine fonctionnelle, et donc elle est
elle intervient aussi un peu dans un style naturopathique. Et puis alors, on a le célèbre Abdelaziz El Mansouri, qui est de tous les mauvais coups, allez non, les bons coups, on va dire, au sujet de la nutrition, dès qu'un de mes webinaires, et puis certaines vidéos, dites capsules, où il intervient aussi, mais chaque fois qu'on parle d'alimentation, on a besoin de ses connaissances. Abdelaziz a cette grande qualité de beaucoup travailler la littérature scientifique et d'avoir énormément potassé ça pour son école de naturopathie, qui est une école de naturopathie fonctionnelle. Et évidemment, j'aime bien cette association naturopathie et fonctionnelle. Et alors, la deuxième raison, parce que je dis qu'il y avait une bonne raison de choisir ce sujet parce qu'il y a de la demande, mais la deuxième raison, c'est aussi de réhabiliter la naturopathie. C'est pour ça que la dimension fonctionnelle me semble nécessaire, parce qu'il y a énormément d'horreurs qui circulent. Et alors, le hasard fait toujours bien les choses. Je voudrais vous lire en 1 minute un post qui a été mis sur mon profil Facebook au sujet de la capsule que j'ai programmée pour après-demain 19h30, tous les vendredis 19h30, qui a encore trait au problème d'alimentation, avec un titre qui est évidemment assez cash. Ouvrez les guillemets, il y en a marre des dictats alimentaires, fermez les guillemets. Sous-titre, une vidéo chaotique pour dénoncer les diètes chaotiques. Alors, vidéo chaotique, bon, ça, vous verrez les détails. Mais, donc, rendez-vous ce vendredi 19h30 pour le live chat, pour tous ceux que ça intéresse. Et je sais qu'il y a pas mal de fidèles du live chat du vendredi soir qui sont aussi là ce soir. Ils ont une semaine chargée. C'est très bien, mais ils ont le jeudi de l'Ascension pour certains pays, peut-être pas tous, mais en tout cas, ici au Luxembourg, c'est un jour férié, et pour se reposer. Mais je vous lis ce post qui est hallucinant. Okay, et alors, je vais directement interpeller Abdelaziz sur ça et voir comment il va mettre en place nos discussions. Alors, j'ouvre les guillemets. Donc, c'est un post, je vais donner les initiales du pseudo LE. Je pense qu'elle est présente ce soir. Je ne suis pas certain, peut-être qu'elle voudra intervenir plus tard. J'ouvre les guillemets. Une naturopathe voulait m'interdire de boire un café le matin et aussi en fin de repas, de même que le chocolat en fin de repas. Je lui demande pourquoi. Sa réponse, c'est acidifiant. Voilà. Et alors, elle ajoute, le chocolat, c'est mieux à en goûter l'après-midi. Évidemment, hein, quand on est parti sur cette ligne-là, forcément, on recommande un goûter sucré. Alors, quand l'internaute lui a demandé, qui était sa patiente ce jour-là, lui a demandé pourquoi et comment, la réponse est ça acidifie le corps. Hein, et je vous passe une phrase pour aller un peu plus vite. En plus, pas de poivron et pas de tomates, parce que là aussi, c'est pour une question d'acidité. Voilà. Donc, l'acidité. Assez d'acidité. Qu'est-ce que tu en penses, Abdelaziz? Mais écoute, je te remercie déjà pour cette introduction. C'était assez flatteur. Je termine ma présentation. La vérité, Abdelaziz, la vérité. C'est gentil de ta part. Écoute, moi, les gens le savent peut-être, je fais partie des meubles un petit peu maintenant, à force d'intervenir chez toi. Mais en gros, je suis le directeur d'Innov Naturopathie, donc l'école qui a choisi de faire justement l'approche fonctionnelle, l'approche en médecine fonctionnelle, même si on n'est pas médecin. On se base sur les mêmes principes de la médecine fonctionnelle, c'est-à-dire, si on voudrait résumer, c'est intervenir sur l'exposome, donc sur le contexte des personnes,
pour pouvoir, dans un système participatif, dans une prise en charge participative, prendre en charge les personnes et apporter les réponses adéquates, mais qui sont adaptées à la personne. Donc là, une fois que j'ai dit ça, j'ai presque répondu à la question d'aujourd'hui, quel est le meilleur régime? Je vais de suite couper l'herbe. Il n'y a pas un régime, il n'y a pas une réponse, et voilà. Et pour ce qui est du dogme naturopathique, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Il y a à peu près 4 semaines, on a eu un gros week-end ici à Avignon, au Palais des Papes, où le syndicat des naturopathes professionnels a organisé un colloque sur la naturopathie. Et donc, il y avait énormément d'intervenants. Et là où je suis ravi par rapport au syndicat des naturopathes professionnels, c'est qu'aujourd'hui, ils prônent pour une naturopathie scientifique. Donc, c'est super important dans l'optique de ce que tu viens d'énumérer. On a eu des gens qui sont intervenus comme le professeur Christian Vélo, que tu connais peut-être. Il y a eu d'autres médecins fonctionnels qui sont venus. D'ailleurs, j'ai proposé à ce qu'on t'invite l'année prochaine. Je pense que tu pourrais apporter beaucoup parce que je pense que tu réconcilies les deux mondes, la médecine et la naturopathie, qui n'auraient jamais dû être en conflit dès le départ. Mais là, pourquoi je cite cet exemple de ce colloque qu'on a eu au Palais des Papes, c'est que la plupart des intervenants ont parlé d'épigénétique. Donc, c'est dire si nous, en 2016, on a fait le bon choix de choisir la naturopathie fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est l'avenir de la naturopathie. Soit elle va suivre ce chemin, soit elle va rester dans ses vieux dogmes, et un desquels tu viens d'énumérer, c'est celui du fameux régime acidifiant, basique, etc. Bon, on l'a expliqué avec le docteur Simon, Affelbeck, je veux dire, ça a été très limpide. Hein. On s'est basé sur les recherches et on s'est rendu compte, en fait, que d'un point de vue anatomique, physiologique et biologique, je veux dire, le simple fait de mesurer son acidité sur une bandelette, de faire pipi dessus et suivant l'acidité qu'on va avoir sur la bandelette, dire qu'on avait un terrain acide, c'est juste une ineptie, c'est juste une bêtise. C'est ne pas comprendre comment fonctionne le corps humain, c'est ne pas comprendre que les reins ont un rôle important justement dans tout ce qui est l'évacuation justement de l'acidité, etc. Et donc, quand on mesure une bandelette et qu'on prend une bandelette et qu'on trouve une acidité dessus, ça ne veut forcément pas dire qu'on a un tissu acide. Et ça, je veux dire, il suffit de connaître un petit peu l'anatomie, physiologie, biologie pour le comprendre. Donc, la question du jour aujourd'hui, je te laisse faire l'introduction par rapport à la nutrition. C'est passionnant parce que tout le monde a son avis. Il suffit d'allumer les réseaux sociaux pour voir défiler tout un tas de choses. On a tous les extrêmes. Hein. On a d'un côté les extrêmes végans et puis de l'autre côté l'extrême carnivore. Et chacun de ces deux bords voudrait prôner de la même manière et pour tout le monde pareil, un régime spécifique. Et selon eux, leur régime est le plus adapté à l'homme. Mais on va se rendre compte aujourd'hui, au travers de nos échanges, qu'il n'y a pas d'homme moyen. Et s'il n'y a pas un homme moyen, si l'homme est hautement individualisé, il en découle qu'on ne peut pas avoir une approche particulière pour une personne. On va développer ça, mais je te laisse faire l'introduction. Voilà, Abdelaziz, tu vois, j'ai refusé qu'on prépare ceci trop loin. Je t'ai dit, écoute, c'est toi qui es en charge, c'est ton problème. Je connais quand même ton approche de tout ce que nous discutons aujourd'hui, qui me convient, donc je n'allais pas dans l'inconnu. Mais tu viens de poser le problème de manière absolument parfaite. Hein, et je te remercie vraiment parce que tu as dit exactement. Il y a des micros ouverts, David, là. Il faut absolument fermer les micros parce que tu vois, il y a des interférences. C'est ce que je suis en train de faire, Georges. C'est le problème quand il y a 50 participants, il y a plus de risque d'avoir des interférences. Il y a des gens qui ne sont pas là, il y a du bruit dans la pièce et le micro est ouvert. Et alors, évidemment, c'est ce que nous, on voit, ça distrait. Donc, je disais, Abdelaziz, tu as posé le. En fait, si vous voulez, messieurs, dames, ou mesdames et messieurs, parce que bon, il faut être poli, le webinaire est fini. Abdelaziz a résumé en 2 phrases ce que ce webinaire voulait apporter. C'est tout. C'est fini. Non, mais je suis sérieux, c'est fini. C'est terminé. Comme il dit,
il y a des végans, il y a des carnivores. Et je suis, tout c'est comme des tirs croisés qui viennent de partout. Bon, certains s'en trouvent bien. Qui suis-je pour dire qu'ils sont totalement à côté de la plaque? S'ils s'en trouvent bien, ils s'en trouvent bien. Je ne peux pas aller leur dire qu'ils sont mal s'ils sont contents de leur régime. Mais comme Abdelaziz l'a très bien précisé, le grand problème, c'est qu'ils veulent, surtout quand ce sont évidemment des professionnels de la santé, parce que si c'est un patient lambda, bon, qu'il est bien, il peut rester discret dans son coin. Mais quand ce sont des professionnels de la santé qui sont sur ces pistes-là, l'immense catastrophe, parce que c'en est une, c'est qu'ils veulent apporter ça à tout le monde. Ils veulent que tout le monde devienne végan, que tout le monde devienne carnivore. J'ai eu sur mes commentaires YouTube il y a peu un acharné du carnivore qui me prouvait que c'était la seule façon de manger, que tout le reste c'était aller vraiment à la catastrophe et qu'il n'y a que le régime carnivore qui marchait pour tout le monde. Je lui dis, mais vous êtes sûr que c'est bon pour tout le monde? Ah oui, c'est la seule bonne manière de gérer son alimentation. Ah. Donc, en fait, où ils sont tous fous furieux, où il y a des intérêts évidemment. Bon, il y a souvent, je lui ai dit, mais je dis, vous marchez pour qui, vous, hein? Vous vendez quoi exactement? Quelle est l'idée derrière? Attention, je n'ai pas effacé ces commentaires. Les commentaires, ils sont toujours quelque part, je ne sais plus sur quelle vidéo. Hein? Bon, les gens ont le droit de s'exprimer. Mais ce qu'on peut conclure, à la limite, on peut conclure de ça que s'il y a autant d'avis totalement divergents, avec des gens qui sont parfois de bonne foi, ils sont convaincus, ils veulent convaincre les autres, eh bien, c'est qu'il y a différentes options. Et donc, notre travail, que ce soit les médecins fonctionnels ou tous ceux qui les entourent, qui sont notamment présents ce soir comme intervenants, c'est de savoir quel conseil alimentaire convient à tel patient. Et là, j'aimais bien, dans nos petites discussions d'avant-programme, Widad avait des éléments de langage là, qui me plaisaient bien. Widad, est-ce que tu peux nous redire ce que tu m'as dit tout à l'heure? Parce que le problème, si vous voulez, je vais tout vous dire, c'est que je n'ai pas révélé à Widad exactement ce qui se cachait derrière le titre. Bon, Oui. Abdelaziz, à qui on ne l'a fait plus, lui, il a tout de suite compris. Widad était quand même un peu… Ouais, c'est ma première, donc voilà, le titre, ça m'étonnait un petit peu venant de vous. En fait, moi, le mot régime, ça vaut interdiction, interdiction, c'est frustration. Donc, il n'y a pas de régime. Si, on est dans un monde où on est dans un régime hypocalorique, oui. Quand on va dans les supermarchés, quand on voit des 20 mètres, 50 mètres, des chips, des choses, des calories vides, oui. Ça, c'est sûr qu'on est dans un monde d'un régime hypercalorique. Mais un régime de santé, là je parle parce que pour moi, il n'y a pas de régime pour perdre de poids, il n'y a pas de régime. Donc, parce que tout le surpoids, l'obésité, le diabète, tous les problèmes cardiovasculaires et tout le reste, le cancer et tout, c'est tout est basé, le lit de toutes ces maladies de la civilisation, comme j'appelle ça aujourd'hui, c'est une inflammation chronique de bas grade, c'est une glycation, c'est le stress oxydant. Donc, la base est la même. Donc, pour moi, un vrai régime, c'est quoi? C'est un rééquilibrage personnalisé. Donc, je ne peux pas vous dire à vous, voilà ce qui vous convient, si je n'ai pas vos résultats, vos paramètres, et je vois trop bien qu'est-ce qui vous manque et tout. Voilà, chaque personne est différente de l'autre. C'est un rééquilibrage vraiment personnalisé, individualisé. C'est sûr, il est basé, moi je dis le 3V, ça veut dire vrai, végétaux, variés. Vrai, c'est-à-dire toutes les réponses sont dans la nature, il ne faut pas chercher trop loin. Si on a, par exemple, là, je parle de la tomate parce que la dame, elle parle de la tomate. Si on a la tomate en été, c'est qu'il y a une raison, c'est que cette tomate, il y a le lycopène. Donc, le lycopène, il y a ces antioxydants qui nous protègent des effets solaires. Et bien sûr, notre alimentation, elle doit être basée plus sur les végétaux. Je comprends un petit peu les végans, les végétariens,
ça c'est leur philosophie, je respecte, mais c'est sûr que notre assiette, elle doit être plus riche en végétaux qu'en produits animaliers, ça c'est sûr. Et variée, il n'y a rien à faire, notre organisme, il aime bien avoir les couleurs sur l'assiette. Donc, grosso modo, voilà, c'est ça. C'est plus, moi j'aime bien le terme une alimentation un petit peu anti-inflammatoire, c'est-à-dire on va limiter tout ce qui est apport animalier, par exemple la viande rouge 2 à 3 fois par jour, par exemple, plus privilégier une viande blanche, plus un poisson gras, par exemple, limiter bien sûr le sucre, ça c'est malheureusement c'est notre ennemi et qu'on a des sucres dans tout, malheureusement il y a le sucre, il est présent non seulement dans le féculent, mais il est dans tous les cachets, dans tous les produits qu'on achète le jour d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a aussi un petit des habitudes de manger. On prend plus le temps de manger, donc manger, ça doit être un plaisir. Donc, bien mâcher, rester à table 20, 30 minutes, même prendre le temps de s'arrêter de manger entre, je vais dire l'entrée, le plat, peut-être 5 minutes au milieu du repas pour que on a ce signal de satiété qui arrive tout doucement à notre cerveau. Et voilà, donc le sujet, il est très, 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 très long. Donc, Oui, ben, Widad, non, mais voilà, donc Widad, vous réfutez, enfin, ou je pense qu'on se tutoie, tu réfutes le mot régime, mais bon, je l'avais mis exprès pour évidemment qu'il soit débunké, hein, c'est un du beau franglais, débunké. Bon, Abdelaziz va avoir un mot du Sud qui convient mieux. Mais le mot régime, évidemment, c'est une blague. Mais parfois, les problèmes de vocabulaire sont quand même un peu ennuyeux. Rééquilibrage alimentaire, oui, ça me plaît bien. Moi, j'utilise souvent le mot diète, mais justement pour suggérer que c'est une diète à vie. Peut-être qu'on doit encore chercher de meilleurs termes. Il peut y avoir un problème de vocabulaire. Donc, tu réfutes régime, et évidemment, le meilleur, ben bon, une fois pour toutes. Et alors, attention, hein, on est quand même là-dedans, hein, parce que pour ceux qui ne sont pas habitués à Zoom, il y a un chat, branchez-vous sur le chat, vous allez voir des échanges et ça fuse. Alors, je vais peut-être rebondir là-dessus pour renvoyer la balle, mais très chaude, à Abdelaziz. Et par exemple, j'ai Christine qui nous donne un conseil assez impérieux. Hein, c'est pas qu'elle rigole pas avec ça, elle est très assertive. Mais assertive, c'est de l'anglais traduit en français. Enfin bref, il faudrait que je me remette un peu au français, moi. Elle nous dit il faut aussi écouter les carnivores qui savent ce qu'ils font. Parle d'un certain Mario Carrière, qui on connaît. Bon, je ne connais pas, mais enfin, en attendant, Abdelaziz connaît peut-être. Et cette même Christine nous dit quid des antinutriments des végétaux. Bon, Abdelaziz, est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Il n'y a pas de problème. Je veux dire, nous, on n'est pas là pour dire il a tort, il a raison. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Je veux dire, tous les carnivores, je les connais, hein, que ce soit le docteur John Baker, que ce soit Saladino. Saladino qui d'ailleurs, c'est marrant, c'est un bon exemple, il a fini par revenir en arrière parce que quand on reste sur des régimes extrêmes comme ça et qu'on n'a pas l'utilité, je veux dire, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a des gens, par exemple, qui sont épileptiques ou alors on a des gens qui ont un syndrome du côlon irritable. Dans de tels cas, ou des gens qui ont des problèmes de peau aussi, par exemple, on est obligé de partir d'un régime où on fait un maximum d'éviction. Et pour moi, le carnivore ou le cétogène, ça peut être des régimes de départ. Mais un régime, c'est quelque chose qui va se construire. C'est pour ça que moi, je rejoins Widad. Hein, je préfère parler d'adaptation alimentaire plutôt que de régime. Et une adaptation alimentaire, c'est quelque chose qu'on va adapter à la personne. Mais vouloir rester sur un régime parce que, soi-disant, on est construit, on est fait pour ça, je veux dire, si on regarde du point de vue évolutif ou si on regarde du point de vue biochimique,
on se rend compte que les deux nous ramènent à un truc, c'est que au plus l'humain va diversifier son alimentation, au plus l'humain va aller vers quelque chose de naturel, et au mieux il va se sentir en santé. Et ça, c'est pour la majorité des gens. Mais après, comme je l'ai dit, il y a des conditions particulières qui font que le carnivore va convenir à certaines personnes, pas d'autres. Je donne un exemple. Quelqu'un qui souffre d'un trouble de l'axe HPA, je pense que ça va être très difficile de le mettre sur un low carb, high fat, comme c'est la définition du régime carnivore ou du régime cétogène, parce qu'au niveau hormonal, ça va créer beaucoup de problèmes. Donc, c'est des gens qui ont peut-être besoin d'un backload de sucre le soir et qui ont besoin de quelque chose de plus adapté. Donc, mettre ces gens-là ou prendre une femme enceinte, pareil, et vouloir la mettre sur un régime carnivore, ça peut se faire, on peut essayer. Mais nous, en termes de médecine, on a une loi qui est vraiment gravée dans le marbre, c'est primum non nocere. Donc, la première chose, c'est de ne pas nuire. Et donc, si on ne veut pas nuire, il faut prendre ses précautions. On sait parfaitement que le fœtus a besoin à un certain moment d'une certaine dose de sucre pour développer son cerveau, etc. Et on sait qu'il y a des moments où ce n'est pas adapté. D'autres personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui souffrent de dépression, troubles de l'axe HPA, les femmes qui sont aux prises avec des problèmes hormonaux, etc., je pense que ce n'est pas un régime qui leur est adapté. D'ailleurs, je le vois moi sur le terrain, voilà, c'est pas vraiment, je veux dire, carnivore, je préfère limite le carnivore moi au végan, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut faire attention à ce genre de choses quand on veut l'appliquer à tout le monde et de la même manière. Je le répète, l'homme moyen sur lequel on veut baser nos approches et nos régimes, il n'existe pas. Donc, rentrer dans un extrême ou dans un autre. Et puis, il y avait un autre médecin qui m'avait dit une fois, quel que soit le régime que vous adoptez et le régime extrême que vous allez aborder, il y a un moment donné, vous allez revenir à la norme. Parce que ce n'est pas possible de tout le temps surveiller. Enfin, je veux dire, on prend l'exemple, là, on est en pleine saison, les fraises et tout ça. Je veux dire, quand on voit une belle fraise, quand on voit une belle mûre, quand on voit des fruits comme ça, pourquoi s'en priver si ça ne nous fait pas de mal? Pourquoi rentrer dans des extrêmes? Pourquoi se priver d'aliments? Après, je comprends l'argument des antinutriments, etc. Mais on n'est pas tous faits pareil, enzymatiquement, on n'est pas tous construits pareil. Après, je suis d'accord avec elle. Pour le gluten, c'est clair qu'il vaut mieux l'éviter. Les légumineuses, c'est pareil, à moins qu'elles soient bien préparées, il vaut mieux l'éviter parce que oui, il y a des problèmes d'antinutriments et tout ça. Mais en termes de protéines, je la rejoins. Hein. Pour moi, la protéine est une protéine animale. Mais pour me faire dire que l'homme est un carnivore, je n'irai pas jusqu'à cet extrême parce que, comme je l'ai dit, du point de vue évolutif ou du point de vue biochimique, on sait que l'homme, il est omnivore. C'est-à-dire qu'au plus il va manger un petit peu de tout, on peut parler d'antinutriments dans les plantes, mais on peut parler aussi de composés phytochimiques qui sont largement bénéfiques à l'homme, hein, que ce soit la vitamine C, etc. Je ne vais pas tous les citer, les antioxydants et tout ça. Donc, pourquoi se priver d'aliments comme ça quand ils ne font pas de mal? Pourquoi ne pas prendre des aliments sains? Après, je ne parle pas des OGM, je ne parle pas des produits transformés, je ne parle pas des légumineuses, je ne parle pas bien sûr du gluten qui a lui été modifié et bien sûr, on n'a pas les enzymes pour le digérer, mais pourquoi se priver de folates qu'on va trouver dans des légumes verts? Pourquoi se priver des antioxydants qu'on va trouver dans les fruits rouges? Pourquoi se priver des composés phytochimiques, se mettre dans un extrême quand on n'a pas besoin de le faire? Si on a une bonne raison, si on a un problème de santé, si on a une condition de santé qui fait qu'on doit rester sur ce régime, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense que c'était un de tes clients, un de tes patients, toi on peut dire Georges parce que tu es médecin, un de tes patients qui lui s'était mis sur le régime carnivore et qui avait eu vraiment de gros bénéfices par rapport à son syndrome du côlon irritable. J'allais en parler, hein. C'est d'ailleurs un témoignage qui a été beaucoup apprécié quand on a parlé du SIBO. C'était vraiment notre patient emblématique pour le SIBO. Le webinaire SIBO, si ça vous intéresse, le sujet, ben allez le voir, c'est un webinaire qui a eu énormément de succès, énormément de vues. Très belle vidéo. Ouais. Et beaucoup de personnes s'inquiètent un peu du devenir de ce patient, qui était très sympathique, qui est toujours mon patient, qui va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. On peut dire qu'il n'a plus de SIBO. Il a fait une toute petite rechute pendant une quinzaine de jours il y a quelques mois. Et puis, bon, voilà, c'est rentré dans l'ordre, on ne sait pas trop pourquoi. Le seul problème qu'il a encore, pour vous donner de ses nouvelles, c'est qu'il a plus de problèmes intestinaux, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et il a fallu du temps, hein, ça n'a pas été un combat facile.
Et alors, ce qui lui reste, c'est quand même des douleurs d'estomac qui ont été multi-explorées de manière tout à fait classique en milieu hospitalier par des gastro-entérologues de haut vol du côté de Toulouse. Et ça s'orienterait vers soit une anatomie stomacale particulière, donc de naissance, une conformation de l'estomac qui n'est pas favorable à l'évacuation des aliments, du bol alimentaire et du chyme, hein, qui est cette espèce de pâte là, qui se forme dans l'estomac au cours de la digestion. Ou alors ce qu'on appelle la gastroparésie, bon, pour laquelle il n'y a pas énormément de compréhension et de traitement. Mais enfin bon, c'est relativement mineur par rapport à l'enfer qu'il a vécu. Mais c'est vrai que ce garçon-là n'a survécu, entre guillemets, que par un régime strictement carnivore, mais dont on a dû le sortir progressivement parce que ça induisait tout un tas de déséquilibres et à un moment donné, même si ça l'a soulagé au départ, et c'est lui qui s'était mis là-dedans, hein, ce n'est pas moi qui l'avais imposé, à un moment donné, il y a un tas de paramètres qui étaient aberrants. C'est d'ailleurs ça que je crains. Si je me mets à faire des bilans chez de purs carnivores, je pense que je vais avoir des biologies qui vont me déplaire, me poser question, parce qu'il y a un tas d'aberrations là-dedans qui partent un peu dans tous les sens. Bon, Ouidad n'a pas l'air d'être très adepte de la viande rouge. Bon, moi, je suis un peu plus modéré. Là, je pense que Abdelaziz aussi aime quand même. Ben oui. Certains apports de viande rouge. Elle disait pas 3 fois par jour. Bon, là, on est bien d'accord. Et donc, tout ça posait problème et on a dû détricoter ça. Mais ça a été, c'est bien cette suggestion que ça peut être une phase nécessaire dans un objectif thérapeutique. Mais je vois mal comment on peut rester à vie. Après, si tu as le docteur Sean Baker, ça fait, je pense, 10 ans hein, qu'il est sur son régime carnivore. Et je pense qu'il est assez honnête, lui. Enfin, je doute qu'il est juste là pour vendre des livres et tout. Après, c'est son business, il n'y a pas de souci. Mais le mec fait de la musculation, etc., etc. Il mange que des œufs et de la viande tous les jours et tout. Après, voilà. Le truc sur le régime carnivore, il faut se méfier parce que tu as plein de gens qui bricolent tout seuls dans leur coin. Si tu le fais bien, si tu prends des fruits de mer, si tu prends de la viande rouge, si tu prends des œufs, si tu arrives à vraiment varier comme ça et pas à le faire comme le font certains juste avec de la viande blanche ou des trucs comme ça, des aberrations. Hein. Là, on se retrouve avec des gens, enfin, nous, on le voit sur le terrain, des gens qui font ça, qui bricolent dans leur coin sans comprendre ce qu'ils font. J'irai pas les comparer à des mecs comme le docteur Sean Baker. Après, tu as l'autre docteur qui est le docteur Saladino. Lui, il a été jusqu'à l'extrême, il y est resté pendant des années. Mais au bout d'un moment, il en est sorti. Mais quand il en est sorti, il s'est fait incendier par la communauté carnivore parce que ça devient dessus tribal, ce truc. Moi, je le précise, hein, nous, on n'est pas là pour faire partie d'une tribu, pour appartenir à un tel ou à un autre côté. Après, ce qu'on veut bien reconnaître, nous, c'est que l'être humain, il est fait pour manger de la viande, ça n'y a pas de souci. La protéine, on ne peut pas parler de protéines sans parler de protéines animales. Tu viens de parler de la viande rouge. Bien sûr qu'on en a besoin, le fer hélénique, la vitamine B12, etc. C'est clair qu'on en a besoin. Manger des abats d'un point de vue biochimique, et d'un point de vue de la biodisponibilité, c'est clair que c'est les meilleures parties, c'est les meilleurs aliments en termes de densité nutritionnelle. Donc, c'est vraiment, quand on regarde du point de vue anatomique, physiologique, biologique, l'homme, il est constitué, il est construit pour avoir une haute densité nutritionnelle. Donc, bien sûr, aller vers ce genre d'aliments, ça ne va pas nous nuire. Je préfère, moi, quelqu'un comme par exemple le docteur Sean Baker, qui depuis 10 ans est dans un régime carnivore, il est en meilleur état que quelqu'un qui est depuis 10 ans dans un régime végan. Là, on est bien d'accord sur le sujet. Oui, après, voilà, après, il faut, pour ce qui est des biomarqueurs, etc., il faut comprendre qu'on n'est pas tous constitués de la même manière, mais ce qui est vrai pour le docteur Sean Baker
n'est pas vrai pour une femme stressée qui a un boulot, qui est divorcée, qui a un boulot stressant, qui court après les transports, qui, quand elle rentre chez elle, doit faire à manger à ses enfants, s'occuper d'eux, etc., etc. Donc là, tu le sais, quand on a une dysrégulation de l'axe HPA, il y a un moment donné, je pense que c'est des gens qui ont besoin d'un petit peu de sucre. On va prendre par exemple les sports explosifs, des mecs qui font du foot ou qui font du rugby, tu ne pourras pas les mettre sur un régime cétogène. Je veux dire, là, il suffit d'aller étudier ce qu'a posté le professeur Tim Noakes, qui est, lui, il fait de l'endurance, etc. Il est sur un cétogène, ça lui convient. Mais ça ne peut pas convenir à quelqu'un qui fait du rugby. Ça ne peut pas convenir à quelqu'un qui fait un sport explosif. Donc, quand on parle de sport, on parle aérobie, anaérobie. Donc, quand on a un aérobie, on a besoin d'un petit peu de sucre. C'est clair et net que moi, les athlètes de haut niveau qui font des sports explosifs, je ne vais pas les mettre sur un cétogène. Ça va marcher les jours où ils sont de repos. D'ailleurs, je rejoins le docteur Mercola sur ça. Je préfère parler d'un cétogène cyclique, d'un carnivore cyclique, plutôt que d'un carnivore permanent et constant. Je pense que de rester dans ces extrêmes, j'ai énormément de preuves sur le terrain qu'au bout d'un moment, on arrive à un palier. Et si on n'est pas adapté à avoir juste ce genre de régime, il va nous manquer de certaines choses. Je ne vais pas reparler des composés phytochimiques, je ne vais pas parler des autres aliments, mais c'est clair qu'au plus on varie son alimentation et au plus on fait attention au côté où, biochimique, où on va regarder l'interaction entre nos cellules et ce qu'on va lui donner à manger. Et donc, on sait qu'il y a des inflammateurs, hein, je veux dire, les facteurs inflammatoires, comme disait Widad, c'est absolument pertinent. Il faut faire super gaffe à l'inflammation de bas grade qui est souvent déclenchée par les huiles transformées, donc les huiles de graines sont vraiment les PFA, les oméga 6. Donc, ceux-là, il faut vraiment les écarter. On est d'accord que le lait ultra transformé, qui pour moi est un produit ultra transformé, le lait UHT Tetra Pak, ce n'est pas le genre d'aliment qu'on va aller chercher. Par contre, un lait cru, il y a des gens qui ont la lactase pour pouvoir passer ce genre d'aliment. Pourquoi s'en priver? Pareil, c'est la même chose. Donc, on est fait pour manger correctement. Et comme l'a démontré, comment il s'appelle, le Weston Price, quand il a fait ses études sur les différentes tribus, et il est allé faire le tour et puis il s'est rendu compte qu'en fait, les gens qui mangeaient de façon variée, qui introduisaient du poisson, qui introduisaient de la viande, qui mangeaient certaines choses naturelles autour d'eux et qui ne mangeaient pas de produits ultra transformés, eh bien, ils avaient une meilleure santé, ils avaient beaucoup moins de maladies chroniques inflammatoires que ce qu'on a nous. Mais sitôt qu'on rentrait ce genre d'aliments dans leur culture, eh bien, on se rendait compte qu'ils développaient ce genre de maladies chroniques inflammatoires, de maladies du siècle, comme on les appelle. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. C'est sur le qualitatif et non sur le quantitatif. Et il faut se méfier, oui, des extrêmes, comme tu disais, Ouida, tout à l'heure, juste basé sur la viande blanche. Je pense que ça peut poser problème. En fait, après, c'est parce que c'est parce que en fait, il faut limiter la viande rouge à 2 à 3 fois par semaine, pardon, et pourquoi? varier les viandes. Donc, plutôt une viande blanche, les poissons, les œufs. Donc, en fait, l'être humain a besoin d'1 gramme par kilo. Oui, 1 gramme par kilo par jour de protéines. Parce que, en fait, le problème de protéines, c'est qu'on ne sait pas stocker les protéines. C'est le muscle. Et d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on vieillit, plus qu'il faut augmenter cette dose de protéines. Donc, on peut y aller jusqu'à 1,2, 1,4, justement pour éviter cette sarcopénie en vieillissant, donc cette perte de la masse musculaire, parce que malheureusement, c'est ça la cause de la fatigue chez les personnes âgées. Donc, c'est une personne on va dire, de 80 kilos, elle doit prendre justement 80 kilos par jour, 80 grammes de protéines par jour. Mais il faut limiter la viande rouge, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que pour toi, la viande rouge pose problème? Est-ce qu'en elle-même, est-ce que pour toi, c'est un problème? Est-ce que par exemple, est-ce que tu fais la différence entre une viande rouge qui a été élevée dans une ferme où c'est traité de manière traditionnelle, où les animaux mangent de la viande, et une autre bête qui aurait mangé des farines alimentaires, etc.? Ben non, c'est sûr et certain. Il y a la qualité de base qui joue, mais là, malheureusement, ce n'est pas accessible à tout le monde, cette qualité de viande. Donc, il faut être aussi
la vie n'est pas que théorie, donc malheureusement, Oui, c'est clair. parler pratico-pratique. Après, il y a des solutions. Hein. J'ai écrit un article, moi, justement, comment manger sainement et pas cher. Hein. Je donne souvent l'exemple. Hein. Moi, plutôt que d'acheter ma viande chez le boucher, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va, avec tous des membres de la famille et des amis, hein, on va acheter un veau et puis on le fait égorger pour nous. On sait d'où il vient, etc. Et ça nous revient, combien ça nous est revenu la dernière fois? 6,90 € le kilo chacun. Oui, mais peut-être vous avez de la chance d'avoir une voilà. famille. Mais après, voilà, on se donne les moyens, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc, ça coûte beaucoup plus cher d'aller chez le pharmacien après, quand on a des problèmes chroniques et inflammatoires. Et d'ailleurs, c'est sur ça que je voulais attirer votre attention. C'est que la plupart des études sur les viandes rouges, elles sont faites d'un point de vue réductionniste, où on n'a pas fait le qualitatif dedans. Et l'autre point, c'est que la plupart d'entre elles sont basées sur les viandes transformées. Après, nous, ce qu'on sait sur le terrain, c'est qu'en termes de densité nutritionnelle, je veux dire, à chaque fois qu'on fait les évaluations, qu'on fait les tests, on se rend compte que sur la liste des 12 aliments qui avaient été testés, sur les 12, il y en avait 8 qui étaient des produits animaux. Et les premiers, je ne le cache pas, hein, c'est les abats, c'est les huîtres, c'est les viandes rouges. Et les viandes blanches viennent tout en bas, en fait. Donc, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais je dis qu'il faut se méfier du truc, voilà. Alors, moi, je voudrais bien rebondir à ce moment-ci avec cette histoire de protéines. Donc, on semble avoir un certain consensus ici sur la nécessaire présence de protéines. Caroline, tu as quelque chose à dire sur les protéines? Parce qu'après, je vais vous donner quand même une info. Alors, accrochez-vous, un scoop assez incroyable, une diète, un régime, entre guillemets, que vous ne connaissez peut-être pas et qui fait fureur. Mais attendez, voyons d'abord ce que Caroline pense des protéines. Tu es d'accord avec nous ou tu as quelque chose de plus à dire? Je suis à 100% d'accord avec vous et moi, personnellement, je prône vraiment la protéine animale. Alors, à titre indicatif, je ne vais pas être pro-viande rouge en permanence. Moi, je demande à mes clients de varier. J'aime bien envisager le 50% issu de la mer, 50% issu de la terre avec du gibier, de la viande rouge aussi, mais sans oublier qu'on mange ce que l'animal a mangé. Donc, il faut peut-être mieux manger moins de viande rouge, mais qu'elle soit qualitative et issue d'un animal qui a eu une sale journée dans sa vie et de renoncer à de la viande élevée dans des conditions horribles. Donc ça, je vous rejoins complètement. 1 gramme de protéines par kilo de poids. Essentiel, et j'augmente à partir de 60 ans, dans les clients de 60 ans, j'augmente même ces exigences-là. Et je prône pas les protéines végétales parce que déjà, il faut qu'elles soient très bien préparées si on ne veut pas qu'il y ait d'effet délétères, donc notamment au niveau des légumineuses. Et dans le cadre de la perte de poids, c'est compliqué de partir que sur de la protéine végétale, à mon sens. Ça, c'était la première chose. Je rejoins Widad sur l'importance, bien sûr, d'avoir du végétal. Donc, je dirais la moitié de l'assiette en végétal. Mais surtout, comme on se rejoint tous et que je voulais peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice, bien sûr, il n'y a pas de régime pour tout le monde. Il faut personnaliser, individualiser. Je rebondis sur cette histoire quand même de régime carnivore. Maintenant que j'ai découvert grâce à vous, Dr Mouton, l'ApoE, c'est vrai que ça, c'est une information très précieuse pour personnaliser la diète. Si vous avez un ApoE4 qui est carnivore dans le cœur, ça va être compliqué aussi. Donc, je pense qu'il faut la personnaliser, cette diète. Et juste pour terminer, autant on ne peut pas affirmer qu'il y a un régime meilleur que l'autre, autant il y a des choses où on peut tous s'accorder, qu'on soit végane ou carnivore, c'est que je pense aujourd'hui, on mange trop souvent. Ça, je pense que quelle que soit la diète, ça, on mange trop souvent. On ne gagne plus notre nourriture, on ne mange plus les produits de saison
Et on ne veut pas négliger non plus notre microbiote, l'importance du microbiote. Donc, le végétal, pour moi aussi, est quand même assez important. Et j'aime bien utiliser, mais vous avez déjà entendu parler de cette image-là. Et je te rejoins, Widad, les réponses sont dans la nature. Ce qu'on peut affirmer déjà, c'est qu'un produit qui a été transformé par autre chose qu'un humain, il va forcément avoir une densité nutritionnelle moins forte. Des additifs ne sont pas bons pour nous, donc ça, je pense que tout le monde se l'accorde. Mais j'ai une position aussi bien arrêtée, par exemple, sur le fructose aussi. Alors, fantastique, les antioxydants, les minéraux, les vitamines, bien entendu, mais je ne suis pas convaincue que nous soyons conçus pour manger un jus de mangue en plein mois de décembre. Et la question que je pose à mes clients pour les interpeller à ce sujet-là, puisque les réponses sont dans la nature, quels sont les animaux obèses dans la nature? Donc là, c'est vraiment dans le volet surpoids, mais c'est quand même le problème aussi de notre civilisation. L'humanité n'a jamais été aussi obèse et malade. Eh bien, les animaux qui sont en surpoids sont les animaux qui hibernent. Je prends toujours l'exemple de l'ours, qui est carnivore, pour le coup, mais qui a une passion pour quoi? Le miel et le fruit qui tombent des arbres. Et ça lui est envoyé avant l'hiver parce qu'il doit faire du gras pour hiberner et traverser l'hiver. C'est-à-dire que la nourriture, c'est aussi de l'information. Et le corps reçoit l'information du fructose en disant l'hiver arrive, je me prépare. Seulement, il hiberne, lui. Nous sommes plus conçus pour faire face au manque, à la famine, que face à cette abondance. Donc, quel que soit le régime, je pense que nous mangeons trop et trop souvent et qu'on ne va plus gagner notre nourriture et qu'on se dégraisserait bien aussi le foie, etc. si on interrompait cette sédentarité. J'ai terminé. Merci Caroline. Tu comprendras, enfin toi tu t'en doutes, mais tout qui va entendre ta diatribe va comprendre pourquoi j'aime bien t'avoir sur ces webinaires. Parce que voilà, tu as très bien parlé et tu as amené quelque chose que je voulais amener à un moment ou à un autre. Bon voilà, c'est toi qui as lancé la pierre, la première. Je ne veux pas médicaliser trop ce webinaire, je suppose que vous en êtes conscient. Je ne veux pas donner l'impression que tout qui va nous écouter, nous suivre, a besoin de faire un bilan de médecine fonctionnelle qui coûte des centaines d'euros, parce que ce n'est pas ça le but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous aider à mieux manger et surtout de ne pas croire qu'il y a un régime parfait et que c'est celui-là que tout le monde doit suivre aveuglément. Ça, je pense que le message est déjà passé. Mais tu as évoqué l'APOE. Hein. Alors, c'est encore le début de cette saga APOE. Il y a encore de la résistance. Il y a des médecins nutritionnels qui résistent, qui trouvent que c'est, je dirais, un peu aventureux, je dirais même encore plus négatif que ça, indélicat d'aller indaguer dans l'APOE parce qu'effectivement, au génotype APOE est attaché un risque génétique accru, moyen, médian ou réduit de développer certaines pathologies neurodégénératives. Ce n'est pas que l'Alzheimer d'ailleurs, ce n'est pas que la maladie d'Alzheimer qui est attachée à l'APOE4, c'est aussi la maladie de Parkinson et je viens d'apprendre la semaine dernière que c'est aussi la démence à corps de Lewy. Donc, il y a au moins 3 grandes, probablement les 3 maladies neurodégénératives les plus fréquentes qui sont toutes les 3 associées à la présence d'un allèle E4 sur le génotype APOE. Bon, ça c'est pour le 4. Mais ce qui m'intéressait dans la conversation qu'on a eue, qui est quand même beaucoup tournée autour du régime carnivore, c'est l'APOE2. Je serais vraiment intéressé de savoir si le médecin dont tu parles, que je ne connais pas, Abdelaziz, mais toi tu sens bien le connaître, si ce médecin qui est content de son régime carnivore était APOE2, je comprendrais beaucoup plus facilement. Hein.
Je crois que ceux qui ont des régimes extrêmes et qui s'en trouvent bien, il y a une connotation ApoE derrière. Et je pense que dans ceux qui sont pro-carnivores, il y a plus d'ApoE2 que ce qu'on pourrait attendre. Je vous rappelle que c'est seulement 5% de la population, donc ce n'est pas du tout fréquent. Je répète aussi quelque chose que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que j'ai un biais de recrutement pour les ApoE2 qui fait que j'en ai presque 3 fois trop par rapport à ce que je devrais avoir dans mes propres statistiques personnelles sur les génotypes. Donc, j'en ai 12% et demi, qui est énorme, au lieu de 5%. Donc, biais de recrutement qui interpellent sont des gens qui sont plus difficiles à rééquilibrer. Moi, je trouve que connaissant cet ApoE dans leur génome, cet ApoE2 dans leur génotype ApoE, je les remets beaucoup plus facilement sur rail. Et puis alors d'autres membres de la famille, parce que quand il y en a ApoE2 dans une famille, mais il y en a d'autres. Et donc, forcément, ça se propage. Et donc, j'ai envie de penser que ceux qui se trouvent mieux de ces régimes cétogènes, hein, pour plutôt utiliser ce terme-là, c'est effectivement des ApoE2 en plus grand nombre, en plus grande probabilité, et vers le végétarisme et le véganisme avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, je vous l'avoue, et je pense qu'on en a tous. J'ai plutôt l'impression que s'en accommodent mieux ceux qui ont de l'ApoE4, qui eux, effectivement, comme Caroline vient de le dire, peuvent aller droit dans des catastrophes avec un ApoE4 et des régimes très cétogènes, très hauts très saturés en cholestérol. Ça peut être bien beau quand on a 30 ans, 40 ans, qu'on a une apparente bonne santé, mais quand on commence à creuser un peu, on voit des risques cardiovasculaires et des risques neurodégénératifs tout à fait inacceptables. Et là, ce sont des conseils nutritionnels, mais qui peuvent générer une catastrophe. Donc ça, méfions-nous. Alors, je vous dis, mais je ne veux pas médicaliser ça. Et pourtant, je vous parle de l'ApoE. Ça a quand même l'air très médical, ça. Un génotype, on touche à la génétique. Ce n'est pas la maladie génétique, c'est un génotype, c'est un réglage. Hein, ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas un génotype ApoE qui soit un génotype malade. Et même les E4, moyennant des interventions sur l'hygiène de vie, pas d'alcool, beaucoup moins de graisse saturée, beaucoup moins de cholestérol, de l'activité physique, plus d'oméga 3, plus de poissons gras, plus de vitamine D, du sport, du soleil, etc. Éviter évidemment les diabètes et les hypertensions, etc. Eh bien, les ApoE4 vont échapper à l'Alzheimer. Il y a des Alzheimer E3. E2, il n'y en a quasiment pas. Mais les ApoE3, il y a des gens qui développent un Alzheimer parce qu'ils mangent mal et ils vivent mal. Mais les E4 qui font l'inverse, qui font tout comme il faut, eh bien, échappent à l'Alzheimer. Moi, mes patients ApoE4, jusqu'à preuve du contraire, ne développent pas de maladie d'Alzheimer alors que les années passent et passent. Bon, donc, je vous donne quand même cette piste ApoE, mais en réalité, vous pouvez obtenir ce renseignement par un test salivaire. Ce n'est pas une grosse médicalisation, ça. Je ne vous parle pas de prise de sang à 1 000 €. Je vous parle d'un test salivaire qui coûte 50 € ou 60 €, je ne sais pas. Il faut évidemment un médecin pour le prescrire. Et puis alors, il y a encore une autre piste, c'est certains, surtout aux États-Unis qui ont fait ça, mais je pense que c'est tout à fait accessible. Vous avez le décryptage entier du génome pour des prix raisonnables. Certains, il faut vous renseigner parce que ce n'est pas le cas pour tous, notamment quand c'est pour des données ancestrales, on n'a pas ce genre de données de génotype, mais quand c'est je ne vais pas citer de marque, hein, parce que bon, je n'ai rien à voir avec ça, mais quand c'est pour avoir un décryptage complet du génome, ce qui d'ailleurs est lourd à gérer après, il vous donne quand même votre génotype ApoE. Et ça, c'est hors médecin. Hein, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en direct avec les firmes en question. Donc, obtenir votre génotype ApoE pour conforter certaines pistes, surtout pour voir si vous échappez à ce qui fait la majorité d'entre nous. D'ailleurs,
c'est amusant sur le chat, puisque bon, tout le monde n'aura pas accès au chat. Quand on passera sur ma chaîne YouTube, où d'ailleurs on peut trouver mes vidéos et les anciens webinaires, parce que certains ne connaissent pas et posent la question. Je suis à PoE3, moi aussi, idem, pareil. Bon, et moi aussi, si vous voulez aller jusque-là. Donc, c'est effectivement, les 3/4 de la population sont E3, E3 des deux parents, E3, E3. Donc ça, bon, ce serait simplement revenir dans la moyenne. Mais c'est quand ça sort un E4 où il faut certaines précautions et il faut un peu travailler de la prévention à long terme, y compris via l'alimentation. Et alors encore mieux, c'est de débusquer les E2. Parce que quand vous avez repéré qu'il s'agit d'un E2, il y a un tas de problèmes qui vont de l'obésité morbide, parce que si vous voulez, les E2 qui, quand ils sont adolescents, commencent à prendre un peu de poids parce qu'ils mangent déjà un peu trop de sucre. Vous voyez, bon, des ados mangent des glaces, mangent des bonbons, des biscuits, des goûters sucrés. Et puis, on leur dit, mais tu deviens gros, toi, tu deviens gras, tu dois enlever tout le gras. Ce sont des E2. Ben, écoutez, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ce sont des gens qui pèsent 150 kilos parce qu'ils sont E2 et qu'ils ont toute leur vie fait exactement le contraire de ce qu'ils devaient faire. Ils mangent tout sauf du gras alors qu'ils devraient quasiment faire l'inverse et avoir une diète que j'appelle moi proche du cétogène sans aller jusqu'au cétogène plein pot. Bon, voilà. Donc, Caroline, merci. Et je pense qu'on a un consensus sur les protéines. Ici, on était tous dans une fourchette, 1 gramme, 1 gramme 2, un peu plus chez les patients âgés pour éviter la sarcopénie. On est tous d'accord avec ça. Et alors, très brièvement, parce que c'est du gag, hein, c'est du gag, mais c'est du vécu. Hein. Et j'ai été mis en connexion avec ça, de nouveau, par un ou une internaute qui m'a dit « Ah, mais docteur Mouton, est-ce que vous connaissez l'alimentation selon le docteur Graham ?» Abdelaziz, tu as déjà entendu parler de ça, la diète Graham, le régime Graham? Je n'ai pas entendu parler. En quoi ça consiste? Alors, attends, tu es assis? Non, assieds-toi plus bas parce que attache-toi sur ta chaise. L'enseignement du docteur Graham, c'est que l'alimentation idéale se résume en ces chiffres. 80, 10, 10. Alors, en anglais, c'est the 80-10-10 diet. 80, 10, 10. C'est-à-dire que l'alimentation idéale des humains, tous les humains, bien entendu, on retombe dans les mêmes travers, est de 80% de glucides, 10% de lipides et forcément 10% de protéines. Alors, attention, c'est bien précisé, en pourcentage de calories et non pas en poids. Et donc, les lipides qui apportent 9 calories au lieu de 4 sont réduits à rien. Donc, c'est une alimentation dite idéale pour les humains qui est strictement glucidique. Alors, ça se rapproche du frugivorisme, du crudivorisme, etc. Ça fait partie de cette même lignée. Et là, c'est le moment pour renvoyer la balle à Abdelaziz, qui est le pourfendeur idéal de ces dérives sectaires. En fait, c'est leur approche, c'est comme tu sais, quand je parle, souvent je parle de philosophie, mais en fait, on va appeler ça le nutritionnisme et les différentes approches de mode et tout. Elles ont une approche réductionniste qui consiste à comprendre les aliments uniquement en termes de nutriments, de composants alimentaires ou de biomarqueurs, comme par exemple les graisses saturées, les calories, l'index glycémique, etc. Ils extraient du contexte toutes ces choses des aliments et les régimes alimentaires dont ils parlent, ça ne tient pas compte des processus corporels, des interactions biochimiques. C'est toujours, en fait, en d'autres termes, il y a seulement la quantité qui compte pour eux et pas la qualité. Et c'est là qu'ils se plantent, en fait. C'est qu'ils vont considérer un glucide et un autre glucide de la même manière, alors que nous, aujourd'hui, on a dépassé la notion de sucre rapide, sucre lent. On a dépassé la notion aussi d'indice glycémique et de charge glycémique. Pour nous, c'est des notions de laboratoire.
On préfère parler de sucre cellulaire versus sucre acellulaire. Donc, de quel sucre ils nous parlent? Après, ces gens-là, de la même manière, ils vont considérer un gras comme un gras. Par exemple, on va prendre un Big Mac, ça va être la même chose pour lui que l'huile d'olive. On peut, à ce titre-là, citer les Nutri-Score, hein, qui, voilà, ils vont super bien classer un Coca Light et super mal classer un fromage bleu, une huile d'olive, etc. Tout simplement parce que leur postulat de départ, c'est quelque part se répéter, mais leur postulat, il a un biais et il est déformé. Ils partent d'un point de vue qui est réductionniste et forcément, ils ne peuvent arriver qu'à des aberrations comme ces recommandations. Mais lui, c'est pas le seul, hein. Tu sais, on échange beaucoup, toi et moi, Georges, par mail, par des fois des messages sur Facebook et tout ça. Mais on voit de tout. On a même des gens qui nous disent qu'on n'est pas fait pour manger de la viande parce que, soi-disant, on n'a pas d'ongles, on n'a pas de dents d'incisives assez pointues, parce qu'on a une petite bouche, etc. Parce qu'on est incapable de chasser un animal à main nue, mais ils oublient que l'homme, il a une intelligence, que l'homme, il est capable de s'adapter, il est capable de cuisiner, il est capable d'énormément de choses. Donc, toutes les approches réductionnistes, toutes les approches qui sont extrêmes, et tous les extrêmes, en fait, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux parce qu'ils veulent absolument nous vendre leur sauce, nous vendre leur façon de manger, leur façon à la mode, mais ils ne tiennent pas compte de la chose essentielle qui ne devrait jamais quitter des yeux, qui est l'homme. L'homme, comment il est constitué, comment il fait son système digestif, comment il a survécu au travers des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va réinventer la nutrition. Limite, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'appelle un retournement, mais un retournement au mode ancestral, à ce que faisaient nos ancêtres. Est-ce qu'ils en avaient à foutre qu'on soit cétogène, qu'on soit carnivore, Ils avaient une diète qui était basée sur des vrais aliments, sur des aliments entiers, sur des aliments sains, non transformés. Ils n'avaient pas de farine blanche comme on peut les avoir aujourd'hui. Ils basaient plus sur le sarrasin et des choses comme ça. Et je pense que si on va, parce que je sais que tu n'aimes pas qu'on nomme les régimes, mais si on va vers quelque chose qui peut être générique presque, et qui pourrait s'adapter à presque tout le monde. Je pense qu'on parle d'un paléo. Et je veux dire, on ne va pas réinventer l'eau chaude demain, hein. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils arrivent avec des nouveaux concepts, et même si ça a l'air scientifique, d'ailleurs, j'invite les gens qui regardent ce webinaire à se méfier justement de ce côté scientifique. On l'a vu, toi et moi, Georges, avec le docteur Delabosse et son délire de chrononutrition. C'est pseudo-scientifique, si vous voulez. Voilà. J'essaie de faire avancer ce concept-là dans certaines de mes vidéos. J'espère que vous percevez cette volonté, cette pression que je mets de plus en plus d'ailleurs. Il y a un discours qui a une apparence scientifique, hein, qui est promu dans un livre ou dans des conférences ou c'est typiquement dans des livres, hein, qui ont été faits par ceux qui mettent parfois leur nom, hein. Tu as cité Delabosse, il y en a plein, hein, il y en a toute une gamme. Bon, d'abord, premier défaut, évidemment, ils imposent ça à tout le monde sans aucun critère, que ce soit l'ApoE, que ce soit les marqueurs métaboliques, parce que je vais peut-être quand même parler 2 secondes des marqueurs métaboliques. Ça non plus, ce n'est pas une grosse médicalisation. C'est quoi les marqueurs métaboliques? C'est ce que vous avez chez votre médecin généraliste sans aucun problème. Tous les médecins généralistes vous les proposent. Si vous les demandez, vous les aurez, vous les avez déjà eus. Hein, c'est quoi? C'est la glycémie à jeun, c'est l'insulinémie à jeun. Pour avoir l'HbA1c, visiblement, il faut sérieusement insister, mais ça, c'est moi qui vous le dis, mais il y a peut-être moyen de l'avoir, sinon ça coûte 10 €, vous l'ajoutez, vous demandez qu'on vous l'ajoute. Ce sont les triglycérides qui sont des graisses, mais faites à partir essentiellement d'hydrates de carbone et de féculents et de sucre et d'alcool et de pain, etc., de pâtes. Et puis alors le cholestérol, le cholestérol total, le cholestérol HDL, qui sont les 2 seuls qui sont mesurés. Mais tout ça, ça a son importance aussi. Donc, il faut absolument quand même un peu orienter le débat en fonction de ces paramètres-là. C'est banal, ça, c'est basique. Et alors, vous avez ces espèces de gourous qui font la promotion de régimes aberrants. Et là, on peut utiliser le mot régime dans toute sa mauvaise acceptation.
Et j'aime bien aussi ta référence mais pour finir ma phrase, je ne finis pas là, j'ouvre un truc, mais je ne finis pas. C'est dans des livres. Alors on vous dit, oui, mais le temps de digestion pour tel aliment est plus rapide le matin qu'à midi et à midi que le soir. Ça, c'est Oxo qui râle parce que je ne vais pas lui donner à manger. Il est en train de m'arracher le cuir des fauteuils de la cuisine. Bon, il n'en reste plus beaucoup de toute façon. Oxo! Il fallait qu'il se manifeste. Et Goliath est là par terre, hein, pour ceux qui s'en inquiètent. Après notre grosse promenade, il dort. Bon, il apparaîtra pour le final. Donc, c'est de la pseudo-science. C'est du pipeau. Hein? Vous dire, oui, mais l'estomac se videra plus vite. Enfin, c'est partout. Hein? Le docteur Graham dit que le gras ralentit la vidange gastrique. Oui, alors Ben oui, c'est vrai. Oui, et pour ça, on ne doit pas manger de gras. Enfin, je veux dire, oui, c'est de la pseudo-science. C'est même plutôt bénéfique de manger du gras. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on prend de manger le fruit dans le repas et pas d'avoir les délires de manger ça en dehors. Parce que justement, le fait que ça ralentisse la vidange gastrique, ça va diminuer l'impact biochimique, etc., etc. Donc, la réponse insulinique, etc. Donc, oui, c'est même un bienfait du gras. Donc, pourquoi ça? Donc, ça, on peut le prouver parce que ce que tu viens de dire là, on dit aux gens d'acheter des glucomètres ou de louer des glucomètres, hein, et ils vont se le prouver à eux-mêmes que le fruit à 16 heures, chez l'immense majorité des gens, il y a des exceptions à toute règle, hein, mais chez l'immense majorité des gens, va provoquer un pic de glucose. Donc ça, c'est une apparence scientifique. Il n'y a rien derrière. En plus, c'est souvent des affirmations. Il n'y a pas de publication. Alors, c'est marrant parce que, évidemment, ça c'est pour ceux qui sont en live, mais on en a beaucoup aujourd'hui, donc tant mieux. Ceux qui vont entendre ceci sur YouTube seront décalés, mais pour vous qui êtes là ce soir, après-demain soir, je présente, si j'ose dire, hein, c'est encore un faux titre, je présente les combinaisons alimentaires qui marchent du tonnerre, les bonnes combinaisons alimentaires qui vous apportent tous les bienfaits possibles et imaginables. Donc, il y a ceux qui sont braqués sur les dissociations alimentaires et ceux qui sont maintenant prosélytes des combinaisons alimentaires. Bon, eh bien là, de nouveau, j'aime bien, Abdelaziz, ce que tu as dit avec nos ancêtres. Est-ce qu'ils en avaient à foutre? Donc, ils parvenaient à trouver des aliments, mais alors, selon l'école qu'ils suivaient, selon la secte à laquelle ils appartenaient, ils allaient devoir les dissocier ou les combiner de façon différente. Eh bien, ça, c'est complètement bidon. Ils avaient faim, ils trouvaient des aliments, eh bien, ils se les mangeaient. Donc, moi, j'aime bien les références à l'ancestral. Alors, bon, on ne sait pas tout exactement comment ça se passait à l'époque, mais on en a certaines idées. Et en tout cas, ce qui me paraît absolument certain, c'est que tous ces délires, toutes ces restrictions, toutes ces obligations, tous ces interdits, mais ça n'a pas de sens. L'humain, à l'époque, il n'avait pas assez à manger. Et maintenant, on a trop à manger. Le problème, il est essentiellement là, non? Et entre nous, ce docteur Graham, on pourrait lui demander comment les Esquimaux, les Inuits ont évolué. Elles sont où les sources de glucides sur la banquise? Ils ont évolué comme nous. Les réponses sont dans la nature aussi. Ils avaient des Mr. Freeze. Voilà, c'est ça. Bon, ben, peut-être on pourrait quand même faire appel à l'audience, là. David, qu'est-ce que tu as envie de poser comme question à notre bonne cinquantaine de viewers? Bon, moi, je n'aurais pas de question, j'aurais plutôt qui dans le groupe aurait une question et qui voudrait la poser en live là maintenant. Alors, ils en ont plein, hein, ils sont chauds sur le chat. Hein. Allez, lancez-vous. Qui veut intervenir? Oui, dans le chat, ça va. Hein, c'est aucune merci. Il n'y a personne qui veut se lancer. Ils ne sont pas chauds ce soir. Ils sont concentrés, ils sont à votre écoute en fait.
Oui, mais peut-être plus précisément, moi, je voudrais bien que quelqu'un témoigne au sujet d'une diète particulière. On a pas mal de cétogènes là. Que quelqu'un du cétogène nous expose un peu son point de vue, son Allez. histoire et comment il a évolué avec le cétogène. Je serais curieux. Oui, moi, c'est Fabienne Montméjard qui intervient, si ça ne vous dérange pas. Allez-y, Fabienne. Alors, en fait, je connais l'alimentation du docteur Douglas parce que je l'ai expérimentée. Ah. Donc, oui. Et Graham, c'est Graham et Oui, Douglas, pareil. oui, le docteur Douglas Graham, c'est un médecin. Et il y a énormément de vidéos sur le net qu'on peut trouver. Et quand il fait des vidéos, il montre avec des études qui sont en anglais ce qu'il dit. Et il y a d'autres médecins qui sont dans la même mouvance que lui. Et moi, quand j'ai expérimenté cette alimentation, c'était dans le but de maigrir, parce que j'avais pris du poids à la ménopause. Et en fait, quand j'ai commencé cette alimentation, au bout d'un mois, mes triglycérides, je me sentais pas bien. Et on me disait, mais il faut continuer, il faut manger plus. Alors j'avais supprimé tout le gras, je mangeais des fruits le matin, je mangeais des plantes entières à midi avec des légumes, sans gras, cuits à la vapeur. Je mangeais après un fruit dans mon repas du midi et le soir de nouveau des plantes avec des féculents, genre des pâtes, du riz. Au bout d'un mois, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. J'avais pris 5 kilos, mes triglycérides, elles ont explosé et ma glycémie, elle a explosé. Et on m'a répondu que c'est parce que je mangeais trop, et alors que je ne mangeais pas trop. Et du coup, j'ai arrêté cette alimentation. C'était complètement débile. Ah oui, et il fallait boire, on pouvait boire à volonté des smoothies de fruits. Un truc de fou. Hein. Alors, et il y a énormément de personnes qui suivent cette alimentation. Fabienne, quel est votre… je suis comme vous, E3, E3. Vous êtes un peu E3, Comme E3. vous. Oui, comme vous. Donc voilà, mon parcours. Donc j'ai arrêté au bout de… Non, j'ai tenu quand même 2 mois. Après, j'ai dit, je vais baisser, mais je mourais de faim. C'est ça qui est dangereux, c'est qu'en fait, ces gens-là qui exposent ce genre de choses, nous, on sait pertinemment qu'eux, ils ne le mettent pas en place. D'ailleurs, il suffit de voir sa dégaine. Je viens de taper Dr Douglas, je l'ai vu. Il est tout maigre, vous avez vu, il est voilà. tout maigre. Donc, si lui appliquait sa façon de manger, nous, on sait que l'alimentation, c'est toujours biochimique, sur une interaction biochimique. Et ça n'a rien à voir avec la quantité. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils vous disent que vous mangez trop. Ça n'a absolument rien à voir. C'est au niveau hormonal que ça va se situer. Et justement, ces gars-là, en fait, ils ne se rendent pas compte que quand ils mettent… Eux, ils font un business, en fait. Ce que les gens, le public, ne se rend pas compte, c'est que des gens comme lui, j'en passe, je ne vais pas dire des noms pour ne pas se retrouver avec un tribunal, au tribunal avec un procès sur le dos. Mais ces gens-là, en fait, quand on les connaît en backstage, et j'en connais quelques-uns, on sait pertinemment que ce qu'ils mettent en avant, ils ne le suivent pas. Ils sont très rares. Il y a par exemple le docteur Sean Baker, je pense que lui est assez honnête. Saladino, pareil, je pense qu'il est assez honnête pour faire ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il est revenu en arrière. Mais un mec comme Douglas, là où c'est criminel, c'est que il va mettre en avant ce genre de régime. Et puis, il y a des gens comme vous, Fabienne, qui vont le suivre. Et en plus, vous êtes tellement de bonne foi que vous allez aller au bout. Puis, quand vous allez poser des questions, on va vous dire « Mais non, tu ne le fais pas bien. C'est parce que tu n'as pas fait ça. Et tu n'as pas fait ci. » Et en fait, au bout d'un moment, on a des gens qui en meurent. Je ne vais pas citer Miguel B, etc., toute la clique, qui se sont fait choper avec leur monodiète, avec leur jus vert, avec tout ça. Mais ça fait des catastrophes au bout. Et nous, on récupère des gens sur le terrain qui ont suivi du véganisme, qui ont suivi docteur machin chouette, etc. Parce qu'en plus, ces gens, ils arrivent avec des études scientifiques, bien sûr, avec des approches et tout. à fait. Et les gens qui ne savent pas lire la littérature scientifique, eh ben, ils vont dire, mais non, regarde, il a été cité par un tel. On croirait un peu le téléachat qu'on a sur TF1 là, en France, où le matin, si vous levez tôt, vous avez toutes les ménagères de moins de 50 ans, elles sont devant la télé, et puis on leur vante les mérites des produits X, Y, Z. Et là, on est en train de faire la même chose. Il y a un autre point qui est super important, il y a le côté économique, donc c'est des gens qui ont un business, on vient de le dire, et il y a une autre chose qui vient interférer et créer de la confusion justement en termes de nutrition et pourquoi les gens sont confus, c'est qu'il y a un point politique aussi des fois.
Ah oui. Ça, par rapport au véganisme. D'ailleurs, dans pas très longtemps, je vais faire un webinaire, un échange avec le docteur Frédéric Leroy, qui est belge. Tu dois le connaître, Georges. Non. Tu ne connais pas, mais je t'invite à Pas. aller le découvrir parce que lui, justement, il fait la chasse aux informations et il étudie justement ces mouvements et il explique, hein, je veux dire, c'est une vraie guerre idéologique qui est engagée. Il y a des gens qui veulent détruire les petites fermes, les petits producteurs, que ce soit les petits entrepreneurs, etc., pour mettre en place des grosses structures. Hein. Lui, il parle souvent de Silicon Valley. Allez, ta gueule, on s'en fout. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que C'est ça? qui ça? Ouais, c'est pas grave. On trouve des gens comme Natixis, on retrouve des gens comme Bill Gates, on retrouve de gros financiers, on retrouve des gens qui ont des intérêts particuliers à faire chuter des gens qui eux, vont faire de l'agriculture à taille humaine, qui vont nourrir des gens autour d'eux, qui vont avoir des employés, etc. Donc voilà, il faut se méfier, il faut vraiment se méfier des gens qu'on suit, que ce soit en termes de nutrition ou d'autres choses, métaphysique, etc. Il faut vraiment se méfier et il faut vraiment avoir un ancrage. Et c'est pour ça que Georges Mouton, ben, il est super pour ça. Il vient vulgariser, il vient mâcher les choses, il vient expliquer les extrêmes et il s'en prend plein la gueule parce que des fois, il fait des vidéos où il est obligé de remettre en cause certaines choses. D'ailleurs, on cite nous des noms, on n'a pas peur. Avec la chrononutrition, on en a fait beaucoup hein, sur les régimes alcalins, etc. Donc, moi, je dirais aux gens de se méfier des extrêmes, de faire attention aux choses. Et si vraiment ils veulent adopter une alimentation, une nutrition, se faire accompagner par un professionnel, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et je ne parle pas des diététiciens, des nutritionnistes qui ont toujours le point de vue calorique, mais des gens qui ont une approche fonctionnelle de la nutrition et qui savent de quoi ils parlent. Voilà, c'est beaucoup plus pertinent que de suivre des mouvements de mode. Bon, il faut faire… Ah, pardon. Très bien, oui. Ben, écoutez, on va encore donner de la parole. Hein. Alors, ce que je voulais dire à ce stade-ci, c'est que je crois qu'il faut, comme conclusion à ce chapitre qu'on vient de… Merci Fabienne pour ce témoignage, parce que c'était assez interpellant. Je veux dire, je n'ai pas vu venir, je ne savais pas que vous aviez suivi. Je vous connais et vous êtes déjà intervenu, mais je ne savais pas du tout que vous avez suivi. Vous êtes toujours l'intervenante miracle qui vient à temps… propice pour nous donner un petit éclairage très instructif, et celui-ci, il est particulièrement. Donc, la conclusion de tout ça, si vous voulez, c'est que moi, je dirais qu'il faut retenir et propager autour de vous que tomber dans le panneau et être enthousiaste et se faire une gloire de dire qu'on suit la diète du docteur machin chose, c'est déjà mal parti. La diète du docteur truc, ben, c'est le docteur truc qui veut faire croire que sa diète est bonne pour tout le monde. Bon, maintenant, qu'on suive une diète qui ressemble à ce que tel ou tel médecin propose, bon, ça c'est différent, mais moi je vais me lancer dans la diète du docteur XYZ, non. Il faut recueillir quand même quelques éléments, on en a cité qui sont très accessibles, je trouve que ça c'est intéressant. Aussi s'écouter, hein, s'observer. Bon, j'ai vu dans le chat certaines personnes qui disaient qu'ils étaient attirés par certaines choses, que ça pouvait peut-être avoir du sens. Je crois que ça a effectivement du mérite si les gens ne sont pas complètement en déséquilibre alimentaire, parce qu'alors les pulsions sont fausses, mais quand on a une alimentation relativement équilibrée, les pulsions sont plutôt correctes. Hein. On a plutôt envie, les femmes enceintes ont souvent envie de ce qui leur manque. Elles ont horreur de la viande rouge, et puis j'ai une femme enceinte qui me dit « Ouh là là, moi qui ai horreur de ça, il me faut de la viande rouge, je suis obsédé, je veux du steak. » Et puis la prise de sang revient, il y a un déficit en fer flagrant, et donc les pulsions ont complètement changé pour cette personne. Tout ça a du mérite. Mais suivre la diète du docteur truc, ça, surtout pas. Et donc, la diète du docteur Mouton, vous n'entendrez jamais parler de ça. Une diète proposée par le docteur Mouton n'est pas la même chose, mais la diète du docteur Mouton, jamais. Alors, je vois ici, j'ai très envie, parce qu'il ne nous reste que 20 minutes déjà, le temps passe très vite. On a un cas aujourd'hui unique au monde, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça.
c'est le cas de Metexa, qui nous vient, elle n'est pas au courant qu'on va la faire intervenir, mais bon, je pense que Oui, oui, je suis la langue là. bien pendue, ben la voilà d'ailleurs, et elle nous vient du Pays Basque, je me trompe? Non, du tout, c'est ça. Du Pays Basque. Et alors, Metexa, il faudrait que vous nous expliquiez la Metexa d'avant et la Metexa d'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Faites-nous Alors- ça, prenez le temps qu'il faut. Vous avez 3-4 minutes parce que c'est un cas clinique absolument exceptionnel. Abdelaziz, tu vas tomber sur… ben non, tu es assis. Oui. Donc, en fait, moi, ma vie d'avant, elle était à 59 ans, diabétique, glyquée à 10, hypertension, bien sûr médicamentée, j'avais un foie gras, j'étais appareillée la nuit pour des apnées du sommeil et j'avais des nodules thyroïdiens. Bon. Quand on m'a annoncé qu'on me mettait sous insuline, j'ai refusé. Mon père en est mort. Mon frère est très malade aussi. Alors, est-ce l'insuline ou la maladie qui a avancé? Je n'en sais rien. Mon père a été amputé. Enfin bon, c'était quelque chose que je me refusais. Donc, je suis tombée sur le cétogène et de suite, j'ai embarqué. J'ai enlevé tous les glucides. Mais vous dites qu'on ne mange pas de glucides, mais on en mange forcément avec les végétaux, avec les baies que l'on mange. Alors, je suis toujours restée sous cétogène strict, moins de 20 grammes, toujours. Pas un seul jour, je n'ai dépassé 20 grammes. Actuellement, je ne suis plus médicamentée depuis 2019, donc j'ai commencé en 2017 et en 2019, j'étais plus médicamentée. C'est mon diabétologue qui m'a arrêté les médicaments. J'avais oublié de vous dire, j'avais des statines également. Donc, je ne suis plus médicamentée. J'ai perdu 40 kilos, je suis stabilisée. J'ai fait donc le cétogène les 2 premières années jusqu'en 2020. Cétogène strict, seul, avec 3 repas. Et en 2020, j'ai commencé à intégrer, grâce à vous, docteur Mouton, le jeûne intermittent. Et je suis toujours en jeûne intermittent tous les jours, même le soir de Noël. J'arrive à me débrouiller pour faire 2 repas seulement. Et je suis guérie, j'ai une forme extraordinaire. J'ai 65 ans, je fais des choses que je ne faisais pas à 40. Donc voilà. Alors je ne prône pas le cétogène strict à tout le monde, mais il est vrai que quand les maladies sont là, je crois que si on peut, il faut le faire. Voilà. Je voudrais connaître, Metexa, l'évolution de votre HbA1c, donc de votre hémoglobine glycosylée. Oui, je suis à 5,1. Et au temps du diabète, vous avez des 10. chiffres? 10. À 10. Quand Donc on m'a proposé l'insuline, j'étais à 10. Énorme. Abdelaziz, qu'est-ce que tu en dis? Fantastique, mais moi, de toute façon, ça, je le sais sur le terrain. Hein, je veux dire, quand on fait passer les gens dans des low carb, high fat, c'est clair et net que le genre de profil, en plus, comme elle le dit, elle a une hérédité, etc. C'est le genre de profil à qui il faut proposer ce genre d'approche. Mais après, progressivement, on peut peut-être évoluer hein, quand on est arrivé à stabiliser et peut-être revenir vers quelque chose de plus confortable. J'arrive des fois avec des clientes hein, à les faire reperdre un petit peu de poids en les faisant passer avec un paléo. Et je vous invite aussi à regarder ce que dit le docteur Mercola sur le cyclique et le cétogène cyclique, de ne pas y rester constamment, mais de le faire de temps en temps, etc. Mais vous, dans votre cas, Metexa, c'est clair et net. Hein, vu où vous étiez, c'était la seule et unique approche qu'il fallait faire. Et je vous félicite d'ailleurs, hein, parce que nous, on le voit sur le terrain. Tim Noakes a eu le même problème que vous. C'est un professeur en Afrique du Sud. Et lui, il a failli en crever, hein, pareil. Hein. Et quand on regardait sa génétique, quand on regardait ses antécédents, etc. Et quand il s'est mis au cétogène, c'est clair qu'il n'est jamais revenu en arrière. Mais moi je le souligne avec 2 traits, il y a des profils pour qui c'est vraiment, vraiment adapté et à qui on ne peut pas préconiser autre chose. Et si on veut parler de l'ApoE, je suis ApoE 3,3. D'accord. Oui.
Mais ce que je voudrais souligner dans le cadre de ce témoignage, c'est cette capacité que tous les humains ont, mais il faut faire d'énormes efforts au niveau justement de la diète, Ouais. un peu du style de vie, mais bon, voilà, ici, l'exemple de mes Texas, c'est surtout les changements alimentaires radicaux. Tous les diabètes de type 2 sont guérissables. Ouais. Exactement. Mais personne ne le sait. Et on ne le dit pas parce qu'en fait, vous l'avez dit, hein, mais Texa, les statines, c'est le médicament le plus rentable de Big Pharma. Donc, tant qu'on reste dans cette perspective du cholestérol, du blablabla, eh bien, on ne s'attaque pas au problème. Et le problème, on le sait, c'est la résistance à l'insuline. C'est ce genre de problème-là. Il y a l'industrie pharmaceutique du diabète aussi. Hein. Ouais, l'insuline, c'est une dinguerie. J'ai fait une vidéo dessus, mais c'est dingue. Les prix, ils les ont multipliés par 100. Mais aux États-Unis, c'est une catastrophe. Ça, pour moi, c'est avec le cancer, c'est le scandale du siècle. Et je voudrais rajouter quand même qu'on parle beaucoup du cholestérol, mes triglycérides, je les tiens à 0,6, ce qui est pas mal, que j'étais à 1,70, et mes HDL à 0,90. Est-ce qu'ils avaient pensé à vous mesurer l'homocystéine, la lipoprotéine A, etc., plutôt que tous les autres marqueurs? Oui, ça a été fait. Vous étiez à combien en termes d'homocystéine? Là, je ne peux pas vous le dire. Parce que mais à l'époque, vous ne vous souvenez pas? Je sais qu'à un moment donné, j'avais des… Comment on appelle ça? Les LDL qui étaient un peu oxydés. Et j'avais été rassurée parce qu'en fait, j'avais fait ça après un jeûne. Et donc, c'est vrai, les analyses étaient bidons, en fait. Hein. Ouais, et quand je l'ai refait, je n'avais plus du tout de marqueur de LDL oxydé. Ça m'a rassurée. Alors, parce que j'ai un petit peu d'LDL, je vais vous l'avouer. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que j'ai vraiment de très, très bons taux de triglycérides et de HDL. Je me sens un peu protégée, disons. Alors, vous allez me tomber dessus, mais c'est comme ça. Alors, pour revenir à mon thème du diabète de type 2, bon, oui. Type 1 n'est pas le sujet. Hein. Bon, ce sont des pathologies auto-immunes lourdes. Bon, ça, ce n'est pas le domaine de la médecine fonctionnelle, bien que certaines des choses que nous préconisons pourraient faire du bien, mais ne nous embarquons pas là-dedans. Mais dans le diabète de type 2, au Royaume-Uni, les consignes sont très clairement de laisser les gens, pour éviter les hypos, prendre tous les féculents et tous les sucres, tous les hydrates de carbone qu'ils veulent, et ils ont des règles à appliquer que pour… je ne veux même pas entendre ces règles, mais je crois que pour 10 grammes de féculents, ils ajoutent une unité d'insuline. Enfin, je ne suis pas trop certain des chiffres, parce que rien que le fait de dire ça me rend déjà un peu nerveux. C'est le protocole. Et donc, voilà, en toute bonne foi, parce qu'effectivement, bon, les hippos, ce n'est pas rigolo, ce n'est pas bon, ça peut être dangereux, donc on comprend le problème. Mais évidemment, plus vous donnez de l'insuline, plus le risque d'hypo augmente. Donc, ces conseils, cet algorithme, c'est une machine à vendre de l'insuline. C'est une machine de vente d'insuline. Ce sont des représentants pharmaceutiques en insuline. Ce n'est pas des diabétologues. Et je n'ai jamais refait d'hypoglycémie après. J'en ai eu fait avec le Diamicron, qui me faisait baisser, j'arrivais à 0,40 et je crevais de faim là parce que… C'est un hypoglycémiant pharmaceutique. Mais maintenant, je ne fais jamais d'hypoglycémie. Je me mesure très souvent encore. Je suis toujours dessus en fait. Hein. Tous les matins, je prends je me pique pour connaître ma glycémie. Je suis sous 0,80, mais jamais je suis à 0,50 par exemple. Jamais. Et dans la journée, je suis hyper stable aussi. Non, c'est formidable. Hein. Pour moi, vous n'avez pas de… Vous supplémentez en électrolytes? Oui. Vous prenez quoi? Je prends du sel, je prends du magnésium. Okay. Je ne prends pas de potassium parce que je n'en ressens pas le besoin. J'ai fait aussi, comment ça s'appelle, un ionogramme urinaire. Ouais. Voilà, tout était OK. Donc, voilà, tout va bien.
Très bien, très bien. Ouais. C'est excellent. Ouais. Ouais, on a aussi, avec le paléo, hein, on utilise aussi le paléo auto-humain, on a le paléo, enfin voilà. Ça veut rien dire, c'est des notions, mais bon. Ouais. C'est vrai que le paléo aussi réussit bien, le banting, comme ce que fait le professeur Noakes, le cétogène, etc. Dans les profils comme les vôtres, qui en plus ont une hérédité, etc., c'est clair et net, c'est la voie sûre. Et merci pour ce témoignage, parce que c'est vrai que quand on le dit, nous, on le voit sur le terrain avec les gens qu'on accompagne, mais quand on le dit comme ça et qu'on a un témoignage, moi je trouve ça fantastique parce que ça permet d'ouvrir les yeux à des gens. Il y a une dame aujourd'hui qui me posait la question, mais elle n'était pas prête à faire les modifications de vie qui sont nécessaires parce que eux ils croient que ça va durer un certain temps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des profils génétiques qui font que on est obligé d'adopter un mode de vie qui va durer. Et c'est une question de santé. Il y a des gens qui peuvent se permettre des écarts, mais il y en a d'autres, comme votre exemple, hein, vous avez cité votre papa, etc. C'est clair et net que moi, je ne vous recommande pas de revenir en arrière. C'est dommage parce que je pense que si j'avais mangé en low carb à 20 ans, si j'avais suivi le low carb toute ma vie, je n'aurais pas eu ces problèmes de santé, c'est évident. Mais quelque part, tant mieux. Enfin, je veux dire, voilà, vous l'avez compris et puis tout va bien. Ouais, mais j'étais au bout de ma vie quand même. Hein. Ouais, tant mieux. Enfin, ce qui est émouvant aussi, Metexa, c'est que, bon, vous dites que vous avez été au bout de votre vie, mais on vous voit là en bonne forme, avec des bons paramètres qui donnent des garanties sur la suite des événements. Hein. Vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Mais votre famille n'a pas eu ce réflexe, n'a pas eu ces informations, ne s'est pas embarqué là-dedans. J'ai essayé pour mon frère, parce qu'il est vivant, hein, le pauvre. Mais non, il a enlevé un rein, l'autre ne fonctionne plus. Voilà, quoi, il va passer en dialyse. Et je pense que c'est l'insuline pendant 15 ans qui a fait ça, quoi. Oui, parce qu'ici, non seulement on a le cas de Metexa qui est évidemment encourageant et j'espère qu'il va donner envie à certains qui suivent ce webinaire de s'y mettre, hein, de s'embarquer, qui souffrent d'un diabète de type 2, qui se disent moi aussi, je peux faire mon Metexa. Ce sera peut-être, hein, parce que vous avez un prénom là, ça peut faire slogan, ça. Hein. Alors, ça fait plus basse que quand on dit Maïtécha. Ouais. Bon, voilà. Moi, Vous êtes de la famille du rugbyman? Un petit peu, oui. D'accord. Oui, mais dites, j'en ai un peu marre, moi, ici. C'est bon, une Basque, d'accord. Fabienne, l'autre témoignage de ce soir, une Marseillaise, non, je crois. C'est Christine qui a levé la main. Caroline. Ouais, Christine qui a levé la main, effectivement. Oui, mais je parle de Fabienne qui a témoigné tout à l'heure. Caroline qui est au Portugal. Abdelaziz qui a comme un petit air du Sud. Ouidad qui essaye de battre Abdelaziz en disant « moi je viens encore de plus bas que toi », etc. David, on se sent un peu, je sais pas moi, un peu nordique ici, non? Un peu en minorité en tout cas. Tout à fait. Bon, écoutez, je ne vais pas prendre d'autres témoignages. Il nous reste 5 minutes. Georges, il y a juste Christine qui avait levé la main quand même un petit temps. Ça fait un moment qu'elle a levé la main. Ouais. Je ne prends pas le témoignage. Il nous reste 5 minutes. Je suis tout à fait strict sur les horaires. Christine peut intervenir sur mes médias sociaux, je ferai ce qu'il faut pour répondre, etc. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je réponds à toutes les questions. Hein, je passe des heures tous les jours à répondre à toutes les questions. Donc, on n'est pas obligé nécessairement de le faire en direct. Il nous reste donc 5 minutes, peut-être un peu moins maintenant, pour faire la clôture. David, organise-nous ça. Les 4 intervenants vont donner le petit mot de la fin. Je vais commencer par Caroline. Alors, bon, il n'y a pas de régime absolument parfait, on est d'accord, il faut individualiser, mais il y a des choses qui sont bonnes pour tout le monde et sur lesquelles j'aimerais revenir parce qu'en plus, elles sont accessibles, gratuites, mais comme elles font gagner de l'argent à personne, bah, ça n'a pas trop la cote. Donc, ce qui est certain, le jeûne intermittent, c'est bon pour nous.
Et en plus, ça nous fait faire des économies, ça nous permet de nous offrir peut-être un morceau de bœuf élevé en pâturage. Oui, date, ça peut être aussi une astuce, on fait des économies. Ne pas manger la nuit, essayer de suivre l'horloge biologique et de manger en même temps que le soleil. Nous sommes des mammifères diurnes, ça, ce serait pas mal aussi. Je rappelle que le diabète de type 2 est reconnu comme maladie professionnelle pour les travailleurs nocturnes. On essaye de manger local, de saison, le moins de produits transformés possible, sans code barre. On veut manger des fibres. On veut éviter les huiles hydrogénées qui sont terribles et qui nous encrassent, qui sont inflammatoires. On veut interrompre la sédentarité au quotidien. Dès que le téléphone sonne, hop, debout, on marche. L'ascenseur n'existe pas. On utilise un petit peu ses muscles. On apporte la bonne dose de protéines. On s'hydrate, on se minéralise parce que malheureusement, nos sols sont appauvris. On s'expose à la lumière naturelle du soleil parce qu'on passe 80% de notre temps à l'intérieur et le soleil, c'est gratuit, accessible à tout le monde, mais ça ne fait gagner de l'argent à personne. Et on veut personnaliser sa diète. Et si on a la possibilité de s'offrir au moins l'ApoE, c'est une information qui peut être très, très, très précieuse et c'est une arme pour la longévité et les années à venir. Voilà, je pense qu'au moins on n'abîmera personne et j'aurais du mal à trouver des gens qui sont contre ce que je viens d'avancer. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci à toi, Caroline. Indispensable, cette Caroline. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Merci. Widad, non? Je n'ai rien à rajouter sur Caroline. Elle a tout résumé. Oui, c'était très bon. Voilà, elle a parlé de Ce que tu viens de dire, c'était excellent. Tout à fait. Elle a tout résumé. Pour rajouter peut-être l'activité physique, mais bon, voilà. Sinon, elle a tout résumé. Parfait, je suis tout à fait d'accord, Widad, avec toi. Abdelaziz, tu veux terminer? Oui. Écoute, moi, le témoignage de Meitexa, je trouve que c'est magnifique, c'est super d'avoir ce genre de message et ça vient bien souligner ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'alimentation, c'est toujours un point de vue biochimique, il faut avoir pas un point de vue calorique. Le point de vue réductionniste, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on fait la même chose et on se retrouve avec des catastrophes comme ce qu'a décrit Meitexa tout à l'heure. Et donc, c'est très important d'avoir eu ce témoignage ce soir. Je trouve que c'est même le moment phare de cette soirée parce que ça vient appuyer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'existe pas de régime alimentaire pour tout le monde. Il y a un régime adapté à chaque personne en fonction de son état, en fonction de son âge. Et je veux rebondir sur ce que disait Widad tout à l'heure. La sarcopénie, il faut surtout s'en méfier, surtout quand on vieillit. Et moi, je recommande à ces gens-là de ne pas faire de footing, de plutôt faire de la muscu, mais là, tu nous en parleras, David. Mais en termes de tout ce qui est mitochondrie, de tout ce qui est cellulaire, etc., il faut se méfier justement des sports aérobie, des sports où on va faire de l'endurance plutôt que de la résistance, parce que ça va bouffer du muscle, ça va nous rendre beaucoup plus faibles. Et à passer un certain âge, faire des footings, je ne le recommande pas. Donc, faites attention à ce que vous mangez, axé sur la protéine animale, méfiez-vous des gourous. Faites de la muscu, plus vous avancez dans l'âge, plus je conseillerais de faire de la muscu, mais David, tu viendras confirmer ou infirmer ce que je dis. Et voilà, et pour le reste, prenez soin de vous, faites gaffe aux gourous parce que même s'ils ont une blouse blanche, c'est pas forcé, voilà, comme on dit dans le Sud, c'est pas parce que l'histoire est bien racontée qu'elle est forcément belle. Merci Abdelaziz, je confirme ce que tu dis et je rappuie sur le coup en disant n'oubliez pas de faire de l'activité physique en bienveillance et contrôlée. Et si vous ne savez pas comment le faire, contactez un coach comme moi-même. Georges, est-ce que tu voudrais parler du prochain webinaire qui se déroule normalement le 21 juin? Oui, avant ça, je voudrais quand même remercier vivement Fabienne et Meitecha. Bon, voilà quoi, notre basque du jour, pour des témoignages très, très émouvants, très, très sincères,
de nouveau, ils n'étaient pas vraiment préparés. Hein. Je n'avais pas réfléchi à… Bon, on fait toujours ça à l'improviste et c'est ça qui donne toujours le mieux. On a toujours des témoignages vraiment très, très bien. J'en suis enchanté. Alors, dans un bon mois, nous avons, je vérifie mon agenda, le mercredi 21 juin, hein, donc dans 5 semaines, mercredi 21 juin, à 20h, de 20h à 21h45 à peu près, un webinaire intitulé « Dysfonction surrénalienne, que faire ou pas ?» OK? Alors, j'aurai comme intervenants 2 de mes collègues, le docteur Julien Puchois et le docteur Geoffrey Reinertz et moi-même. Donc, je pense que ce sera suffisant. On aura 3 médecins, moi inclus, et on essaiera d'avoir beaucoup de témoignages parce que ces problèmes surrénaliens, c'est énorme. Il y a un nombre de commentaires et de vues sur toutes ces vidéos, sur tous ces webinaires. Il y a déjà eu un webinaire surrénal, mais il nous en faut un nouveau parce qu'il y a trop de problèmes, trop de questions. Et donc, dans 5 semaines, vous serez invités à vous inscrire, surveiller les annonces de David. Et puis moi, je rattrape le coup à la dernière minute pour remplir l'audimat. Et donc, rendez-vous dans 5 semaines pour ce nouveau webinaire que David va nous organiser. Et donc, merci beaucoup à David et merci à tous les intervenants. Merci. Merci. Grand merci, un grand plaisir à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et pour ceux qui veulent rester après l'enregistrement, il y a ce qui s'appelle le derrière le rideau, comme Georges Chamdien. Je vous dis à tous à très bientôt. Le making-of qui dure 10 minutes. Le making-of qui va arriver. Mais là, ce n'est pas enregistré. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais.